Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Affaires de famille, notre émission consacrée aux enjeux des entreprises familiales, pilotée par la chaire Entrepreneuriat familial et Société d'Audencia. Notre émission est aujourd'hui consacrée à un sujet parfois tabou, mais qui mérite pourtant d'être abordé de façon ouverte et transparente. Il s'agit des difficultés économiques et financières auxquelles peuvent être confrontées les entreprises familiales. Une réalité qui peut, rappelons-le, toucher toute entreprise, quel que soit son secteur d'activité ou sa taille. Au sein de ces entreprises si singulières que sont les entreprises familiales, les difficultés économiques et financières peuvent soulever un certain nombre de questions cruciales. Tout d'abord, comment anticiper et détecter les signaux qui peuvent alerter sur d'éventuelles difficultés. Deuxième point, quels sont les dispositifs de prévention et de traitement à leur disposition pour agir le cas échéant. Enfin, comment sauvegarder l'entreprise tout en préservant à la fois le patrimoine familial et la cohésion de la famille. Pour aborder l'ensemble de ces questions, dédramatiser ce sujet, mais aussi vous donner des clés d'action concrètes pour agir au bon moment, nous avons réuni sur ce plateau 3 experts. Alexandre Cornet, bonjour. Bonjour. Alexandre, vous êtes avocat associé du cabinet Cornet Vincent Ségurel et vous avez une solide expérience du traitement des entreprises en difficulté. Quels sont, Alexandre, les premiers signaux qui doivent alerter le chef d'entreprise sur d'éventuelles difficultés ? Le chef d'entreprise qui rencontre des difficultés doit être lucide et on a coutume d'utiliser ou de filer la métaphore médicale en général. Plus le malade est pris en charge tôt, plus on a des chances de le sauver. Ces signaux faibles, ils vont tenir évidemment à l'activité de l'entreprise et à la lucidité, je l'ai dit, du chef d'entreprise pour les analyser. Le problème de trésorerie seront évidemment un révélateur des difficultés de l'entreprise. La difficulté, et pour coller au thème qui nous amène à discuter aujourd'hui, sera parfois pour le dirigeant, dans un contexte familial, d'être capable de relever la tête face à ces signaux faibles et d'alerter sa gouvernance sur les difficultés qui sont rencontrées afin qu'elles puissent être prises en charge le plus tôt possible. César Hubben, bonjour. César, vous êtes administrateur judiciaire au sein de l'étude Agir. César, vous qui accompagnez de nombreuses entreprises en difficulté, quelles sont les caractéristiques particulières qui font, comme l'évoquait Alexandre, que parfois il était difficile dans le contexte familial de mettre en œuvre ce traitement des difficultés ? Qu'est-ce qui rend le contexte familial particulier pour votre matière ? De manière générale, la relation que peut avoir le chef d'entreprise à l'égard de son entreprise est toujours une composante importante. Et en matière d'entreprise familiale, il y a un affect tout particulier qui peut exister entre l'entreprise et le chef d'entreprise. Et il est important de déjà bien apprécier cette relation et de faire en sorte que le sentiment de responsabilité que peut avoir le chef d'entreprise ne se transforme pas en sentiment de culpabilité. Et on cherche, nous, administrateurs judiciaires, mais en lien aussi toujours avec les conseillers d'entreprise, à bien identifier cette relation et à accompagner le dirigeant sur l'appréciation de cette situation et sa capacité à communiquer auprès de la famille sur la situation de l'entreprise et sur les différentes étapes qui se présentent devant lui. Merci beaucoup. On aura l'occasion d'approfondir ce sujet, bien évidemment. François Hanot, enfin, bonjour. Bonjour. François, vous êtes vous-même ancien PDG d'une entreprise familiale, la Sonac, qui a traversé une période de restructuration, vous nous en parlerez. Vous êtes également cofondateur du cabinet Wix Consulting, spécialisé en organisation de gouvernance d'entreprise, et vous êtes également impliqué dans la vie d'association professionnelle, puisque après avoir été vice-président de 60 000 rebonds Grand Ouest, vous êtes désormais président d'Apia Grand Ouest. Alors, j'ai envie de vous poser une question toute naturelle, François. Est-ce que vous pouvez nous partager votre parcours et votre expérience d'une restructuration au sein d'une entreprise familiale, la vôtre ? Là, on va remonter, vous me faites remonter 30 ans en arrière, puisque j'avais 29 ans à l'époque quand je suis rentré dans l'entreprise familiale, qui s'appelle la Sonac, qui veut dire Société No et Compagnie. Donc c'est une société qui portait le nom de la famille. On est en plein dans le sujet. Voilà, qui a été créée par mon grand-père après la guerre, et puis qui a été dirigée pendant de nombreuses années par son fils, donc mon oncle, un de ses 2 fils. Voilà, et moi je suis rentré dans cette entreprise et j'ai vraiment suivi un parcours initiatique. J'avais déjà fait autre chose avant, bien sûr, de rentrer. J'avais 10 ans à peu près d'expérience professionnelle avant. Et je suis rentré dans ce parcours initiatique. J'ai vraiment fait toutes les strates pour comprendre à la fois le métier du négoce, à la fois l'entreprise, découvrir la personne morale. Et c'est l'organisation, parce qu'il y avait une centaine de personnes pour 17 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mmh. Et alors pour faire simple, si à 29 ans j'étais plein d'optimisme quand je suis rentré dans l'entreprise avec plein d'étoiles dans les yeux,
4 ou 5 ans après, quand j'étais nommé président, j'étais plein de réalisme. Et là, à 33, 34 ans, j'ai été confronté, j'ai été nommé président par le conseil d'administration et j'ai découvert l'héritage familial, le fameux legacy dont on parle parfois au niveau de la chaire. Et je me suis rendu compte que j'avais pas le choix. J'étais dans l'obligation de faire des plans de restructuration. J'en ai fait 2. Ça a duré à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Et voilà, j'ai remis l'entreprise sur le chemin de la croissance pendant cette période-là. L'histoire se termine bien, mais ça a failli quand même. On n'est pas passé loin de la sanction finale, quand même, définitive. Très bien. Vous nous direz, vous approfondirez sur comment vous l'avez vécu, puis ce qui a été nécessaire. Merci à tous les 3 d'être présents sur ce plateau. Je vous propose de débuter cet échange en évoquant les signaux d'alerte, mais également les freins psychologiques qui peuvent exister au sein des entreprises et qui empêchent parfois le dirigeant d'agir au bon moment. César, je voulais commencer en vous posant une question. Pourquoi est-il important de dédramatiser la question du traitement des difficultés des entreprises, en particulier dans un contexte familial ? Je vais rebondir sur ce que disait François à l'instant. En fait, le chef d'entreprise, quand on lui parle de difficultés, il voit toujours, ce qu'évoquait François, la sanction finale. Et nous, notre rôle, c'est d'éviter d'arriver à cette sanction finale. Mais la grande question, c'est est-ce que le chef d'entreprise va réussir à prendre la décision au bon moment, d'aller consulter les spécialistes pour l'accompagner. Et c'est vraiment là l'enjeu le plus important. Et donc l'enjeu de dédramatiser la situation et d'expliquer aux dirigeants qu'il existe des mesures plus ou moins contraignantes, plus ou moins difficiles, mais qui doivent permettre d'entrevoir la sortie du tunnel. Alexandre, donc on parle de la situation du chef d'entreprise, mais le chef d'entreprise s'inscrit souvent dans un contexte familial avec des membres de la famille au sein de l'actionnariat. Alors comment on arrive à gérer ces tensions familiales qui peuvent survenir en cas de survenance de difficultés ? Est-ce que vous avez, vous, des exemples concrets de situations qui sont bien passées ou au contraire qui ont posé plus de difficultés ? Alors, la crise de l'entreprise est en soi un moment compliqué à vivre pour le dirigeant. Dans un contexte familial, les choses sont d'autant plus compliquées que cette crise de l'entreprise va servir de catalyseur, de révélateur à de potentielles tensions au sein d'une gouvernance si elle est organisée dans un cercle familial. Comment est-ce qu'on fait face à cette difficulté supplémentaire, qui n'est pas forcément nécessaire ni souhaitée naturellement ? Eh bien, on peut faire appel à des tiers. Il y a notamment le recours à des médiateurs, à des conciliateurs qui peuvent essayer de recréer une forme de dialogue lorsque le dialogue se rompt, car parfois ça peut être le cas au sein des cercles familiaux. Parfois, ces difficultés et la révélation de difficultés au sein du cercle familial de gouvernance va amener à devoir engager une restructuration profonde de la gouvernance, c'est-à-dire parfois de façon consentie, parfois de façon forcée, à imaginer de restructurer cette gouvernance, parfois de la recentrer vers un des acteurs, le dirigeant, pas toujours le dirigeant, parfois vers d'autres acteurs extérieurs. On sait que malheureusement, dans certains cas, lorsque la discussion est complètement rompue, au point d'ailleurs qu'elle pousse l'entreprise dans une direction qui est une direction potentiellement mortifère, on est obligé d'aller chercher un manager de transition. Ce sont des acteurs auxquels on a recours de façon, j'allais dire, assez régulière, de temps en temps en tout cas, afin que l'entreprise ne fasse pas les frais de problématiques qui sont des problématiques difficiles à gérer parce que par nature, subjectif. Les problèmes au sein de la gouvernance familiale sont des problèmes qui sont souvent un peu passionnels, souvent très subjectifs, et que les techniciens que je représente, que César Ruben représente, ont un petit peu du mal à traiter, parce que précisément, ils ne répondent pas aux stimuli techniques habituels sur lesquels on est, nous, habitués à intervenir. Il y a un peu d'irrationnel. Absolument. À tout ça. Mais Absolument. Ça fait quand même partie du cœur de nos métiers, de réussir à appréhender ces situations et essayer d'aiguiller, dans la limite de nos compétences, bien évidemment, les dirigeants vers les bonnes décisions. Et j'ajouterais à ça que parfois même, pour le dirigeant, ça peut être l'occasion de faire passer, au moment des difficultés de l'entreprise, de faire passer des messages auprès de la famille. Des messages qu'il n'aura peut-être pas réussi à faire passer en temps normal. En temps normal. Très bien. François,
Avez-vous été confronté à ce type de situation? Quels ont été, chez vous, au sein de votre entreprise, les premiers signaux qui vous ont poussé à agir? Et enfin, comment vous avez réussi à gérer ce contexte familial qui, comme on l'a vu, peut être parfois un peu compliquer encore plus les choses? Alors je vais faire comme les politiques, je vais déjà répondre à, un propos qui était tenu à l'instant, mais c'est vrai que cette capacité de pouvoir aider un dirigeant à sortir d'une certaine de sa torpeur, de sa peur, de son immobilisme, ça effectivement c'est quelque chose alors que je suis en train de développer au travers du cabinet Wix qu'on a créé, mais c'est vraiment fondamental parce que là on va faire appel à toute la fonction cognitive du dirigeant. Et ça c'est un vrai métier, c'est pas quelque chose effectivement qu'on va retrouver chez un expert comptable, chez un avocat ou qui a d'autres fonctions et d'autres expertises, et que pour que le dirigeant puisse être correctement accompagné, suivre correctement les recommandations qui puissent lui être faites, il faut aussi qu'il soit en mesure de les écouter. Et quand un dirigeant n'entend plus rien, ne voit plus rien, a peur, il faut aller l'aider. Voilà. Et il ne suffit pas de lui dire mais vas-y bouge. Il faut aller chercher autre chose, et c'est là où nous on peut intervenir effectivement en travaillant en collaboration avec les experts pour aider le dirigeant à être en mesure de retrouver finalement une posture dans laquelle il va prendre conscience qu'il a un rôle lui aussi dans son schéma de restructuration à l'égard de la personne morale. Voilà. Donc ça, c'était pour répondre à une question qui n'a pas été posée, mais maintenant je vais y revenir. Mais en fait, j'ai tout de suite compris que dans le rôle, quand j'ai été nommé président, que c'était ça que j'allais faire. Les signaux, je les connaissais. Je connaissais très bien l'entreprise pour y avoir travaillé pendant 4-5 ans à tous les échelons. Donc je connaissais très bien et je voyais bien ce qui était en train de se passer. Je voyais bien que le stock était en train de monter. On avait des règlements clients qui commençaient à s'allonger. Et donc j'ai pas été surpris. En fait, c'est les fournisseurs qui m'ont vraiment qui m'ont alerté. La note de l'assurance crédit, de la SONA qui était en train de se détériorer, et c'est la relation que j'avais acquis avec les fournisseurs qui m'ont dit fais attention François, là on va droit vers une difficulté, on sent qu'il y a une contraction et on ne va pas pouvoir continuer à vous servir entre guillemets comme avant. Et c'est ça qui a fait. J'ai alerté le conseil, j'ai alerté les membres de ma famille, mais je n'ai pas été entendu. J'étais petit, voilà. Vous étiez déjà président à ce moment-là ? Non, quand j'ai commencé à sentir les signaux faibles, je n'étais pas encore président. D'accord. Mais j'ai pas réussi à trouver les mots pour pouvoir être pris au sérieux, finalement, au sein de la famille, pour dire attention, on est en train de vivre quelque chose où il faudrait réagir. Voilà. Et c'est un peu ce qu'on évoquait, une forme d'aveuglement par rapport à la situation que vous aviez réussi à déceler, mais c'est ça, les échelons supérieurs. Et puis on vit quelque chose qui est souvent important dans la vie des familles, c'est le fameux gigot du dimanche. C'est-à-dire que le dimanche, on se retrouve entre nous et on fait le point. Et donc, c'est pas toujours des moments faciles. Et surtout que moi, je suis de la 3e génération, je suis une G3. Donc, c'est pas... on est écouté ou pas, on est le petit, et c'est pas le petit qui va nous dire comment il faut faire. Donc, j'ai un peu vécu ça, voilà, jusqu'au moment où effectivement, la situation a commencé à se dégrader. Et là, on m'a dit, puisque tu l'avais vu, maintenant c'est toi qui vas devenir président et puis tu vas mener la restructuration. Je schématise, mais c'est un peu ça quand même. Et pour vous, alors à la fois dans votre expérience personnelle au sein de la SONAC, mais aussi par vos expériences au sein de votre cabinet et puis des associations professionnelles dont vous êtes membre, quelles sont un peu les clés qui permettent de réussir à fédérer la famille autour de décisions qui peuvent être difficiles à prendre parce que on vient bousculer une histoire familiale, on vient bousculer un héritage intergénérationnel. Alors comment on arrive à fédérer tout le monde pour avancer dans la bonne direction? Alors je vais essayer vraiment de me remettre à l'époque, parce que si je le fais avec mon regard d'aujourd'hui, la réponse va être un petit peu différente. Mais à l'époque, j'étais membre du CJD. Et ça a été très important parce que c'est ça qui m'a permis effectivement avec mes pairs de faire de faire un petit peu un travail d'autodiagnostic sur qu'est-ce qui était en train de se passer et quels étaient les effets de levier que je pouvais avoir. Et il y a eu un deuxième point important, c'est la Banque de France. J'ai été voir la Banque de France
Parce que j'étais pas en procédure ad hoc, j'étais pas rentré j'ai jamais été au tribunal à titre personnel dans le cadre de mes restructurations. Mais j'ai été voir la Banque de France tout de suite et je leur ai dit voilà, la situation de l'entreprise c'est ça. Vous en pensez quoi? Et la réaction a été immédiate, c'est-à-dire on va vous aider. Proposez-moi une vision de ce que vous avez envie de faire, et puis on va la travailler ensemble. Et tous les mois, j'allais rendre compte, mais au sens noble du terme, sur ce que j'avais fait, sur ce que j'allais faire. Et la Banque de France m'a accompagné sur une période à peu près de 9 à 10 mois, sur les éléments de restructuration en disant, et moi j'avais la possibilité de dire, si jamais un de mes fournisseurs, si jamais vous voulez savoir vraiment comment se porte la Sonac, vous pouvez contacter la Banque de France. Bon, c'était un peu ma manière de m'en sortir. Ça pose des choses tout de même. Ça pose des choses. Mais indépendamment de ça, c'était vraiment un vrai travail. Rendre compte à une personne qui avait pris et qui m'a appris effectivement à poser ma vision claire. Donc voilà, premier point, c'était ce double regard qui était en plus du mien, CJD et la Banque de France. D'avoir un regard externe deux acteurs qui vous aide aussi à embarquer toute la famille tout de suite, voilà. En disant ce sont les bonnes décisions, c'est à tester. Travailler la vision claire, c'est eux qui m'ont aidé à poser mon projet d'entreprise et de dire quel nom tu vas lui donner. Je lui avais donné Retrouver les chemins de la croissance. C'était ça le projet que j'avais, que j'ai diffusé à l'ensemble des fournisseurs et des salariés, des parties prenantes. Et puis se faire confiance aussi. J'avais une sorte d'intuition, pas forcément facile à exprimer, mais j'avais un peu l'intuition de me dire, ok, je vois à peu près le chemin dans lequel j'ai envie d'aller. Je ne sais pas comment je vais y aller, mais en tout cas, voilà, je sens. Et puis accompagné par les avocats aussi, par l'expert comptable. C'est toute une équipe qu'on embarque. César, Alexandre, vous qui accompagnez de nombreuses entreprises en difficulté, est-ce que vous êtes parfois confronté à ce type d'aveuglement ou de déni de la situation? Et puis vous, comment, en tant que conseil externe, vous arrivez à agir pour lever ça? César, si vous voulez. Oui, juste un mot, Alexandre partagera ou pas, on verra bien. Mais le déni, c'est un terme qui revient très fréquemment dans nos situations. Mais c'est vrai pour n'importe quelle situation de crise. Alexandre faisait le parallèle avec la médecine. Le pire malade, c'est celui qui s'ignore, qui ne veut pas avoir les premiers symptômes d'une maladie. Et en matière de difficultés des entreprises, c'est exactement la même chose. Et c'est souvent le premier obstacle qu'on doit réussir à passer. Une fois qu'on a passé cet obstacle-là, on peut commencer à réfléchir avec le dirigeant aux bonnes décisions. Et ce déni, il est d'autant plus important quand on a un cercle familial autour qui peut ajouter à la responsabilité que porte le chef d'entreprise. Et c'est là aussi où l'enjeu, c'est de donner les clés au chef d'entreprise pour aller diffuser l'information auprès de sa famille et parfois même faire le relais dans cette transmission d'informations. Il n'est pas rare qu'on soit amené, nous, à participer à des assemblées générales d'entreprises familiales pour aller expliquer la réalité de la situation et faire en sorte que le dirigeant ne soit plus en première ligne et puisse être déchargé de cette partie-là, qui est une partie qui est, on est d'accord, très compliquée. Apporter un peu ce regard externe, encore une fois, qui permet d'objectiver Alors, François en parlait, François a utilisé la Banque de France, mais que ce soit la Banque de France ou un autre interlocuteur, ça permet de faire le tampon entre le chef d'entreprise et l'environnement de l'entreprise, que ce soit, ça peut être les créanciers, les banquiers, ou la famille. Parce que tout ça, ce sont des personnes qui sont de près ou de loin impactées par la situation de l'entreprise, qui ont chacun leur vécu, chacun leur vision, et la transmission de cette information, la transmission de la situation et des décisions qui donc vont devoir être prises, sont tout à fait déterminantes. Et le fait que ce soit présenté par une personne extérieure peut aussi avoir plus de poids à l'égard des interlocuteurs. Excellent. Je partage naturellement ce que vient de dire César. Les difficultés de l'entreprise, qui plus est dans un contexte familial,
touche le dirigeant au cœur. Le dirigeant d'une entreprise qui a été transmise parfois par son père et peut-être même qui avait une génération avant, est investi d'une sorte de mission, de sorte que face aux difficultés, il va se retrouver avec un vrai fardeau, un fardeau à l'égard évidemment de l'entreprise, de ses salariés, toutes les personnes qui gravitent autour de cet écosystème, mais également parce qu'il est dépositaire de cette histoire, de sorte qu'il y a d'abord, et c'est le rôle des conseils, une mission d'accompagnement, mais d'accompagnement dans la difficulté, dans les difficultés qui peuvent être presque de l'ordre du psychologique avec le dirigeant. Il faut l'aider à franchir ce qui pour lui est quelque part un peu le Rubicon, celui d'une forme de clairvoyance face aux difficultés qu'il est en train de rencontrer. Accepter de faire ce diagnostic de ce que les choses ne vont pas bien et de ce que, sauf à regarder les choses en face, on va droit au devant de difficultés qui peuvent être des difficultés majeures. Ça veut dire évidemment beaucoup d'accompagnement dans le sens de la discussion, dans le sens aussi de la vérité. Il faut amener le dirigeant à mettre ce qu'il a au fond de lui-même sur la table. Et c'est souvent à cette occasion-là, d'ailleurs, et en essayant de gratter sur des données qui sont des données objectives, les difficultés de l'entreprise, les fameux signaux faibles qui parfois commencent déjà à se traduire en difficultés de trésorerie, qu'on aboutit sur d'autres sujets. Et je recolle avec la discussion qu'on avait avant, parfois des difficultés relationnelles au sein de l'entreprise, ou plutôt au sein de la gouvernance familiale de l'entreprise. Bon, tout cela, évidemment, il n'y a pas de situation analogue. Chaque dossier est un dossier nouveau et chaque situation est une situation différente. Mais le rôle du conseil, le rôle des conseils, c'est justement d'essayer de trouver la bonne voie avec des outils qui seront à peu près toujours les mêmes pour faire en sorte que le dirigeant, qui restera, quoi qu'il arrive, le décisionnaire dans les décisions à prendre, puisse prendre ses décisions de la façon la plus déculpabilisée possible et avec le plus de clairvoyance possible face aux difficultés qu'il est en train de rencontrer. Je rebondis aussi sur le propos de César, sur le déni. On peut parler de déni, mais ça serait bien aussi qu'on commence à mettre plutôt le mot peur. C'est-à-dire, un chef d'entreprise, quand il se retrouve, et moi je l'ai connu aussi, dans des difficultés, quand on est face à nos avocats, face à nos experts comptables, on peut avoir peur. Alors on appelle ça déni parce que peut-être par convention, mais quand on a peur, il n'y a pas 36 possibilités, il y en a que 3. On fuit. Donc on voit ces dirigeants qui sont jamais à l'heure au rendez-vous, qui viennent pas, qui annulent, qui repoussent, qui reportent. Il va y avoir une phase où on peut très bien tomber dans l'agressivité. Je suis agressif, j'ai peur, j'agresse. Et j'agresse soit mes collaborateurs, soit les gens avec qui ils sont autour de moi, mes parties prenantes, ou alors il y a la fuite, agression. Et puis il y a la troisième partie qui est je suis complètement tel le lapin dans les phares de la voiture, tétanisé, je ne bouge plus, je ne fais plus rien. Et là, il peut y avoir tout ce qui se passe autour de moi. Mes conseillers vont me dire qu'il faut que je fasse quelque chose, que j'aille au tribunal, je ne bouge plus. Et là, il faut être à même de pouvoir travailler cette peur avec le dirigeant. C'est une des missions du cabinet Wix dans lequel je suis, mais c'est vraiment d'aider justement les experts à aller avec le dirigeant, travailler cette peur pour le sortir de sa torpeur et de l'amener à prendre les bonnes décisions qui lui sont préconisées. Après le temps d'anticipation, puis après avoir décortiqué un peu ces ressorts psychologiques qui existent au moment de l'apparition des difficultés, je vous propose maintenant d'aborder le temps de l'action et des solutions, puisque les entreprises disposent aujourd'hui d'un panel d'une dizaine d'outils pour traiter les difficultés d'entreprise. Je vous propose de les explorer ensemble. Je me tourne vers vous, Alexandre. Quel est le bon moment pour déclencher une prise en charge des difficultés? À quel moment il faut aller chercher l'appui de conseils externes pour justement agir et trouver des solutions concrètes? Alors je pense que la réponse est quasiment dans la question, et les digressions qui ont été celles de nos discussions qui ont précédé donnent la réponse. Évidemment, plus vite on réagit, meilleur le traitement est. Le droit nous offre un panel effectivement de possibilités pour traiter les difficultés de l'entreprise, à commencer par ce qu'on appelle les procédures de prévention. Les procédures de prévention sont celles qui permettent, en dehors d'un cadre judiciaire, elles sont ordonnées par un juge, mais néanmoins on peut considérer qu'elles sont cantonnées dans une sphère
préjudiciaire quelque part, dans un cadre également confidentiel, de réunir sous l'égide d'un tiers, qui est un conciliateur ou un mandat ad hoc, les parties prenantes de l'entreprise. Il faut reconnaître que ce sera assez souvent les banquiers, pour essayer de discuter avec ces partenaires de la façon d'essayer de traiter correctement les difficultés qui sont rencontrées par l'entreprise. Évidemment, cette décision, elle est prise par le dirigeant, elle est orientée par les conseils du dirigeant. Les conseils, c'est en général principalement l'expert comptable, c'est en général le déclencheur des mouvements quand ils prennent cette tournure-là. C'est parfois le banquier. Parfois, c'est le banquier qui tire la sonnette d'alarme, pas le banquier, le conseil de tous les jours, qui commence à se poser la question de savoir s'il faut maintenir les lignes de court terme de l'entreprise et qui, plutôt que de les dénoncer, va inciter le chef d'entreprise à aller se tourner, puisqu'il y a une sensibilisation très forte qui a été réalisée auprès des partenaires de l'entreprise sur ces différents dispositifs. Donc, le banquier va inciter le dirigeant à peut-être aller se tourner vers ces procédures de négociation qui sont des procédures qui sont très confortables pour les établissements financiers, puisqu'elles sont globalement encadrées, elles font appel à un certain nombre d'intervenants qui, dans l'écosystème de la restructuration de l'entreprise, pour utiliser le terme qui est aujourd'hui admis, sont des intervenants connus et rassurants. Donc l'expert comptable, parfois le banquier, parfois ça arrive directement chez l'avocat. Dans tous les cas de figure, on va, ces différents acteurs, pousser le chef d'entreprise à donc provoquer ce rendez-vous avec le président du tribunal de commerce, toujours dans ce contexte que j'évoquais comme étant confidentiel. C'est une des particularités absolument déterminantes de ces procédures, afin de faire désigner un tiers. Ce tiers, ce sera en général un administrateur judiciaire qui enlèvera sa casquette d'administrateur judiciaire pour mettre celle de mandataire ad hoc ou de conciliateur. La vertu de ce tiers, elle tient principalement à sa capacité à, par la discussion, obtenir des accords de la part des différents partenaires de l'entreprise. J'évoquais les banquiers, ce sont principalement eux, puisque les difficultés, quelle qu'en soit l'origine, quels qu'en soient les symptômes, se traduisent en général par un besoin d'oxygène, et ce besoin d'oxygène, c'est en général un besoin de trésorerie. Le tiers qu'on aura fait désigner, il va aussi, grâce à sa notoriété, parce que c'est un partenaire habituel, identifié par les banquiers, rassurer l'environnement de l'entreprise et permettre par la discussion d'obtenir des discussions, ce qu'on appelle une renégociation, un reprofilage de la dette qui va permettre de desserrer un petit peu l'étreinte. Avec un rééchelonnement. Absolument, avec un rééchelonnement du remboursement des dettes. Voilà pour ce qui est la partie prévention. Je ne vais peut-être pas faire le panel complet des différentes mesures qui s'offrent, mais c'est la porte d'entrée qui est en général la porte la plus confortable et la plus à même d'essayer de traiter les difficultés de l'entreprise, parce que celle qui permet d'intervenir le plus en amont. Et oui, voilà, en amont des vraies difficultés financières. César, quels sont les avantages de ces modes préventifs, notamment dans un contexte familial ? Est-ce que ça apporte quelque chose de particulier dans le contexte familial ? Le principal avantage de ces procédures, c'est leur confidentialité. Ça permet de préserver la relation de l'entreprise avec ses partenaires essentiels, que sont les clients, les fournisseurs, qu'on n'est pas tenu d'aviser de l'ouverture de ces procédures. Ça permet en effet, comme le disait Alexandre, d'engager des discussions avec d'autres partenaires de l'entreprise qui ont l'habitude de ces procédures, qui sont même très souvent favorables, qui sont parfois à l'origine, ce sont les banquiers par exemple, et d'autres types de créanciers et de partenaires. Mais ça permet aussi de conduire le chef d'entreprise pendant cette période-là à prendre les décisions qui s'imposent pour essayer de rétablir la situation de la société. Et les procédures amiables peuvent être également l'occasion de remettre à plat le fonctionnement de l'entreprise, et notamment sa gouvernance et sa relation avec ses actionnaires. Et quand on a un actionnariat qui est familial, on peut se trouver dans des situations où cet actionnariat est pesant sur le fonctionnement de l'entreprise, où il peut y avoir des dissensions entre le dirigeant et les actionnaires. Et le rôle du mandataire ad hoc ou du conciliateur qui intervient peut être de rentrer, non pas dans l'intimité, parce que c'est toujours compliqué, mais rentrer dans cette relation, essayer d'apaiser parfois la situation. On peut avoir tout à fait d'autres interlocuteurs qui viennent en appui sur ces sujets qui sont très techniques, très, très précis, mais qui concourent au bon fonctionnement de l'entreprise. Une entreprise dans laquelle la gouvernance
est pénalisé au quotidien par un actionnariat ou par le poids du passé, par exemple le patriarche, le créateur, qui est toujours un peu trop présent dans l'entreprise, qui a transmis à ses enfants, mais qui est toujours un peu trop là, ça fait partie de ces situations qui peuvent pénaliser le fonctionnement de la société et qui doivent être traitées si on veut envisager de rebondir. Effectivement, les actionnaires familiaux n'ont parfois pas les mêmes intérêts que les dirigeants, ou il peut y avoir des tensions aussi à ce niveau-là. On a plein de cas de figure en tête, on en a connu avec Alexandre. J'en ai un qui me vient spontanément. C'était une entreprise qui est centenaire, qui a toujours très très bien fonctionné, avec différentes branches familiales qui cohabitent. Une branche familiale qui assume la gouvernance depuis des décennies, et les autres branches qui sont dormantes, mais qui sont très contentes de toucher leurs dividendes tous les ans. Et une des difficultés, ça a été de faire admettre à ces branches dormantes que la société rencontrait des difficultés et qu'ils n'allaient pas pouvoir continuer à vivre sur cette société comme ils le faisaient jusqu'alors. Et il y a eu à traiter notamment un sentiment de défiance à l'égard du dirigeant, puisque ceux qui étaient passifs ont largement reproché à celui qui était actif et qui essaie de trouver les solutions, les difficultés que rencontrait l'entreprise, et ont été tentés d'essayer de le démettre, alors qu'il s'avérait que c'était sûrement la personne de la situation, mais c'était le contexte du marché qui s'était complètement retourné. Mais je rebondis sur le propos d'Alexandre tout à l'heure qui parlait de médical, enfin le langage médical, mais finalement quand j'écoute César, ça me fait vraiment penser à ce problème d'ostéopathie qu'on peut avoir le matin quand on a le cou qui est bloqué. Quand une entreprise a sa tête qui est bloquée, pour tout un tas de raisons, que ce soit des raisons intrafamiliales ou des raisons de marché, il faut travailler comme un ostéopathe. Il va falloir aller chercher quasiment nœud par nœud et aller travailler ces nœuds en interne, in vivo, pour pouvoir faire en sorte que la colonne vertébrale, que la gouvernance retrouve un tout petit peu en tout cas, de flexibilité pour pouvoir remettre le corps. Et mettre en place une procédure de restructuration, c'est accepter le déséquilibre. Il faut absolument comprendre ça. C'est-à-dire que je vais accepter en tant que dirigeant de mettre ma société en déséquilibre alors qu'on est en train de me demander d'équilibrer tout. C'est un peu paradoxal, mais pour pouvoir avancer, il faut se mettre en déséquilibre. Et puis accepter la fin du statu quo aussi. Et prendre des risques. Et pour prendre des risques, il faut pouvoir être à même de pouvoir les prendre. Et donc de retrouver effectivement un peu de flexibilité au niveau de la colonne vertébrale. Voilà. Alexandre, on a parlé justement de la prévention, enfin des méthodes préalables en amont, les difficultés, mais ensuite, malheureusement, parfois, on est obligé de passer dans la phase de judiciarisation. À quel moment se fait la bascule entre négociation soft et procédure judiciaire, procédure collective ? Juste un petit point, oui. si vous m'autorisez, sur le sujet de la prévention, pour finir, puisqu'on n'a pas évoqué, à mon avis, un point qui est absolument déterminant. Ce sont les outils qui nous permettent finalement d'essayer de trouver une solution dans les difficultés lorsqu'on les traite en matière de prévention. Je le dis parce que je pense que c'est assez intéressant. On a un outil qui est absolument déterminant et qui montre une efficacité qui est redoutable, qui est un petit peu désarçonnant, parce qu'il est assez simple. C'est la confiance. En réalité, c'est le seul outil dont on dispose en matière de prévention pour essayer de trouver une solution. Et cette confiance, parce que le dispositif légal n'offre rien d'autre, ni aux mandataires ad hoc, ni aux débiteurs, ni à quiconque pour essayer de trouver la solution, cette confiance, elle va justement naître des discussions qui vont s'instaurer dans le cadre rassurant qu'on a évoqué et de la capacité des différents acteurs qui entourent le dirigeant d'entreprise à par de la réassurance sur le plan juridique, de la réassurance sur le plan des chiffres, de la réassurance quant à la capacité à présenter une projection sur l'activité de l'entreprise, à persuader l'écosystème, principalement les établissements financiers, de l'entreprise, de ce que l'avenir qui se présente est un avenir meilleur et qu'il est intéressant de faire l'effort qui est demandé à l'instant T, puisque après la pluie, le beau temps, j'ai envie de dire, pour dire les choses simplement. Je reviens à votre question.
Lorsque ça ne fonctionne pas, et c'est assez rare car les statistiques en matière de prévention sont excellentes, en général, de façon, allez, on va dire quasi systématique, lorsqu'on a traité les difficultés en mandat ad hoc ou en conciliation, on a trouvé la solution. Bon, lorsque le sujet n'est pas arrivé de façon suffisamment précoce sur la table, c'est parfois le cas, on est obligé d'envisager d'autres formes de traitement des difficultés. C'est le cas notamment lorsque la crise de trésorerie est telle qu'on n'est plus capable de faire face à des créanciers qui sont en recherche de paiement de leurs créances. Et dans cette hypothèse, la seule solution qui s'ouvre à nous, c'est ce qu'on appelle la procédure collective. C'est ce qu'on appelle dans l'imagerie collective le dépôt de bilan. C'est-à-dire concrètement, aller remettre ces liasses au tribunal de commerce pour se mettre sous la protection du tribunal de commerce. Ça veut dire quoi la protection du tribunal de commerce? Ça veut dire qu'ouvrant soit une sauvegarde, soit un redressement judiciaire, on bloque mécaniquement les actions que pourraient engager les créanciers à l'égard de l'entreprise. Les créanciers ne peuvent plus agir. C'est une solution qui est extrêmement efficace dans ces premiers temps, en tout cas, puisque les créanciers sont bloqués, de sorte que mécaniquement, ne payant pas les dettes, fatalement, la trésorerie de l'entreprise s'améliore. C'est impossible d'imaginer parler aujourd'hui de toutes les typologies de dossiers qui peuvent derrière permettre de répondre à la question de savoir si oui ou non c'est efficace. Dans certains dossiers, le redressement ou la sauvegarde seront très efficaces, dans d'autres, ils seront particulièrement inefficaces, car c'est un peu le paradoxe de ces procédures. Si immédiatement ça permet de traiter certains symptômes, on évoquait la crise de trésorerie, en revanche, ça peut à terme tuer le patient, j'ai envie de dire. Si vous avez une entreprise de TP qui travaille sur la base de marchés publics, n'ouvrez pas un redressement judiciaire. Les collectivités ne travaillent pas avec les entreprises en redressement judiciaire. De sorte que, évidemment, c'est de la casuistique. On travaille au cas par cas de façon systématique. Est-ce que le dossier dans lequel on est amené à intervenir se prête ou non à une procédure judiciaire? Tout est question de cas. De contexte et d'analyse fine pour trouver le bon outil qui permet de faire l'outil, voilà. On parle souvent de boîte à outils dans nos métiers. Et on a effectivement, vous le disiez tout à l'heure, une dizaine d'outils à notre disposition. Et si on ne prend pas le bon outil dès le départ, on se donne assez peu de chances finalement d'y arriver. Donc ça fait partie du diagnostic à l'origine. Bien comprendre quelles sont les difficultés de l'entreprise et quel est le bon cadre juridique pour les traiter. François, quant à vous, au sein de votre entreprise, vous étiez plutôt, je crois, en matière préventive, vous n'avez pas été en procédure. Non. Et quelles sont les actions que vous avez menées concrètement et quels sont les bénéfices que vous avez tirés sur la santé de l'entreprise? Enfin, les actions, elles ont été de faire 2 plans de restructuration, donc de ramener les effectifs de 110 personnes à 70 à peu près en 2 temps. Ça, c'était un gros travail, donc c'est pas été évident, mais on l'a fait correctement. On a beaucoup travaillé avec le comité d'entreprise à l'époque. Ça, c'était vraiment un facteur important. Ils ont compris la situation et puis on a vraiment tout fait pour que les gens qui quittaient l'entreprise aient retrouvé un travail. Donc on avait mis en place tout un tas de procédures pour ça. Ça a été un plan de réduction de charges sur le fonctionnement de l'entreprise. Et puis surtout, ça a été de retrouver une dynamique commerciale. Donc d'où le plan qui s'appelait « Retrouver les chemins de la croissance ». Donc ça a été de remobiliser l'ensemble des équipes commerciales. On était à une époque où la Vendée voyait arriver les coopératives d'artisans et donc qui ont mis en difficulté le négoce professionnel. On a vu arriver ces Leroy Merlin et Castorama qui permettaient aux particuliers de venir acheter leur matériel en direct et qui ne faisaient pas forcément plaisir. Donc il a fallu s'adapter à cette nouvelle configuration. Donc s'adapter au contexte et voilà, à la reconfiguration du marché. Mais je dirais que voilà, c'était des plans, enfin des actions relativement simple, pas simple à réaliser, mais en tout cas, il n'y avait pas non plus de grandes idées sorties de mon chapeau. Non, c'était le travail sur les charges et améliorer le chiffre d'affaires et notamment la rentabilité, un gros travail sur les stocks, voilà, pour rendre tout ça plus fine. Mais toujours avec un double regard des experts comptables, des avocats pour m'aider à faire ça. César, parfois, la solution passe par ce qui est peut-être la crainte de nombreuses familles, c'est la sortie de la famille de l'entreprise et le fait que
on sorte l'opérationnel ou qu'arrive un actionnaire externe. Comment accompagner au mieux les entreprises familiales dans ces transitions où il y a une recomposition d'actionnariat et du coup que la famille se trouve mise à l'écart de la société pour trouver une solution viable. Alors en France, il faut savoir que la philosophie générale des procédures de traitement des difficultés des entreprises, que ce soit les procédures amiables mais également les procédures collectives, ont vocation à faire en sorte que les dirigeants puissent rester en place. Et qu'on leur donne une deuxième chance, la fameuse chance au rebond. Mais dans certains cas, malheureusement, on en arrive à la conclusion que soit il y a besoin de changer de dirigeant, parce qu'il n'est pas en capacité de mener le retournement, et ça peut passer par l'intervention soit d'un manager de transition, ou de confier la gouvernance à un tiers extérieur alors qu'on est dans une société familiale. Mais ça peut passer aussi complètement à un changement d'actionnariat. Soit une cession du capital de la société, soit en procédure collective, de passer par un plan de cession, qui est sûrement la partie la plus difficile à vivre. Bien sûr. Parce qu'on en vient, dans des conditions qui sont souvent dégradées, à essayer de trouver un repreneur qui va venir un peu faire son marché. Il va venir racheter, non pas la société, mais racheter le fonds de commerce, racheter les actifs et reprendre le maximum de salariés. C'est finalement ça la finalité de cette procédure, c'est de préserver l'activité et l'emploi. Avant de conclure, je vous propose de retrouver la chronique de la chaire entrepreneuriat familial et société d'Audencia. Bienvenue dans la nouvelle chronique de la chaire Entrepreneuriat familial et société d'Audencia. Nous sommes dans l'émission Affaires de famille consacrée aux entreprises familiales en difficulté en partenariat avec le cabinet d'avocats Cornet Vincent Ségurel. Les travaux de recherche sur les entreprises familiales mettent en lumière le rôle déterminant du facteur émotionnel dans la prise de décision. Quand l'activité rencontre des turbulences, ce lien affectif peut renforcer la difficulté d'accepter les signaux d'alerte. En effet, les recherches ont montré que la confusion entre les intérêts personnels du dirigeant et ceux de l'entité gérée par la famille génère parfois des angles morts. Dans le cas de François Naud, ancien PDG de la SONAC, la hausse des stocks, les retards de paiement, les alertes de fournisseurs étaient déjà des indicateurs de détresse. Les tensions internes sont palpables et les avertissements ne sont pas toujours bien reçus et perçus, surtout lorsque la famille voit la situation comme une remise en cause de son engagement. Faire appel à des tiers ou instituer un conseil de famille peut favoriser une meilleure réactivité. Les analystes de la dynamique familiale précisent que les émotions et les conflits relationnels s'intensifient quand l'entreprise est en difficulté. Pourquoi est-il important de parler ouvertement des obstacles ? Parce que souvent, on imagine tout de suite le pire et donc la sanction finale. François Naud, à travers 2 plans de restructuration, a bénéficié du soutien de spécialistes du chiffre et du droit. Retarder l'action résulte souvent de la peur, sentiment documenté dans plusieurs études sur le leadership familial. Les chercheurs s'accordent à dire que cette crainte associée au poids de la responsabilité envers la famille conduit parfois au déni ou à la culpabilité. Il est donc essentiel d'aider le dirigeant à surmonter cette peur pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions. Quel est le bon moment pour agir ? Le plus tôt possible, car parfois, pour sauver l'entreprise, il faut envisager une sortie de la famille au niveau opérationnel. L'expérience de François lui a appris qu'il faut déconnecter sa propre valeur de celle de l'entreprise et aussi
du poids de l'histoire familiale pour prendre les décisions nécessaires. C'est aussi ça, la legacy. Pour conclure, messieurs, je souhaitais à chacun vous poser une question. François, si vous deviez tirer un enseignement majeur de votre expérience, à la fois comme chef d'entreprise, mais aussi comme accompagnant de certaines entreprises en difficulté, quel serait cet enseignement que vous pourriez nous partager? Je mettrai 3 dimensions. D'abord, pour la personne morale, cette restructuration qui a été faite au niveau de la SONAC a permis de prendre conscience qu'il fallait probablement continuer de protéger la personne morale. Et donc, il y a eu un regard sur la suite et j'ai orienté l'entreprise vers justement ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire l'ouverture de capital de l'entreprise à un groupe familial ami. Et voilà, donc on a permis à l'entreprise de continuer, on a protégé cette personne morale, et c'était une de mes décisions. Mais ce premier regard sur la personne morale, il est important. Voilà. Et ce qui m'amène le deuxième, mon deuxième enseignement majeur à titre personnel, c'est vraiment de défusionner. Voilà, je ne suis pas, l'entreprise ne me détermine pas. Quelle que soit la situation dans laquelle elle va se trouver, ça ne va pas m'impacter à titre personnel. Alors c'est facile de le dire maintenant quand je suis passé par ces moments-là, mais si ça peut aider des dirigeants qui sont dans ces situations-là de comprendre que c'est pas parce que l'entreprise vit des moments difficiles ou qu'elle n'est pas en bonne santé que pour autant ça vient m'impacter et ça me détermine dans ma posture d'être humain. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Et puis sur le plan, je dirais, professionnel, et ben, c'est de comprendre que le double regard, il est fondamental, que ce soit avec, comme dans mon cas, le CJD ou la Banque de France, mais ça peut être aussi un administrateur indépendant que l'on va trouver au sein de l'APIA, par exemple. Mais c'est ce double regard qui va permettre aux dirigeants de pouvoir rendre compte, au sens positif du terme, au sens bienveillant du terme, d'apprendre quand même à se dire, ben, voilà ce qui a été fait, voilà ce que je vais faire dans un moment compliqué pour tout le monde. Et ça, c'est mes trois enseignements. Prendre du recul et de la hauteur. Prendre du recul et de la hauteur, pas de le faire seul, de le faire accompagner. Mais ce travail en double regard, il est vraiment intéressant. Et je fais référence à ce que j'évoquais avec la Banque de France tout à l'heure dans mon parcours, mais c'est ça. César, Alexandre, vous qui pouvez apporter ce regard externe, justement, si vous aviez un conseil à donner à des dirigeants qui pourraient commencer à percevoir des difficultés, lequel serait-il ? Je vais dire exactement la même chose que François. Ne restez pas seul. Il y a une tendance à se renfermer quand on rencontre des difficultés qui est naturelle. C'est nullement une critique de ma part, mais c'est justement le moment où il faut aller s'ouvrir de sa situation auprès de personnes, qui soient proches, moins proches, qui vont savoir faire prendre de la hauteur et faire prendre les bonnes décisions au bon moment. Parce que le tempo est déterminant. Plus on va prendre en amont les difficultés, plus on va trouver de solutions, et surtout plus le chef d'entreprise restera au cœur de la solution. Il aura beaucoup plus les clés sur l'issue s'il s'y prend tôt, parce que quand on s'y prend trop tard, on va très rapidement subir la situation. Alexandre ? Je vais rien inventer par rapport à ce qui vient d'être dit. La peur n'évite pas le danger. Je pense que c'est le propre de l'entrepreneur que de devoir être capable de faire face aux difficultés, potentiellement à des difficultés qui peuvent mener l'entreprise qu'il a potentiellement créée dans un fossé. Je pense qu'en ce qui concerne le dirigeant d'une entreprise familiale, la problématique est beaucoup plus complexe parce qu'il est précisément dépositaire d'une histoire familiale. Là où l'entrepreneur, le créateur potentiellement d'une entreprise, accepte dès le départ la possibilité de l'échec, je pense que la deuxième, la troisième génération d'une entreprise familiale a fatalement un peu moins de facilité à accepter la possibilité de devoir faire face à de grosses difficultés, potentiellement des difficultés mortifères pour l'entreprise. Pour autant, et je rebondis sur ce que disait François, il faut être lucide dans ces situations-là, il faut être capable de décorréler
la personne de l'entreprise de celle du dirigeant. Il faut que le dirigeant soit capable de s'extraire de son entreprise, mais également de la charge que peut représenter le cadre familial de cette entreprise pour prendre les bonnes décisions. Et les bonnes décisions, ce sont celles qu'on a rappelées tout au long de cette discussion. Mais pour autant, juste avant de terminer, la conclusion, c'est aussi il faut terminer sur une note positive. Mais j'ai adoré travailler avec mon père, parce que c'était surtout lui avec qui j'ai travaillé pour toute cette période de restructuration, d'accompagnement. Vous parliez de confiance, c'est ce que j'ai eu dans son regard, pas que dans les mots, mais dans son regard. Cette confiance qu'il a fait, et j'ai adoré ce moment-là. Et donc il y a parfois des affaires de famille où c'est compliqué, ça se termine mal, mais là en l'occurrence c'est pas le cas, et je pense qu'on peut être fiers, et lui et moi, de ce qu'on a fait pour cette entreprise. Donc même si aujourd'hui elle n'est plus dans notre famille, mais elle vit toujours, et donc il y a aussi des belles histoires familiales, il faut pas les oublier, celles-là. Voilà. Merci beaucoup pour cette très belle conclusion. Merci à tous pour ces échanges riches et passionnants. J'espère, quant à moi, que cette émission vous a permis d'avoir des clés, des conseils qui vous permettront d'avancer si vous êtes dans une situation un peu délicate. Je vous donne rendez-vous en tous les cas très prochainement pour de nouvelles émissions dédiées aux enjeux des entreprises familiales. À très bientôt.